Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. J'espère que vous allez bien. Alors vous le voyez, nous avons décidé de réinvestir notre plateau habituel pour vous présenter cette émission. Mais pas de panique, nous sommes en équipe très réduite et nous tenons nos distances. Aujourd'hui, on vous parle des différents impacts du coronavirus, notamment sur le tourisme ou sur l'alimentation. On verra également de belles initiatives solidaires envers le personnel soignant, mais aussi envers son prochain dans cette période difficile. Ce sera à voir dans le journal juste après la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Demain, le soleil sera toujours présent, mais cette fois derrière un voile nuageux. Ce n'est que dans l'après-midi que ce voile laissera place à un ciel plus lumineux. Les températures seront fraîches le matin, comprises entre 4 et 5 degrés. L'après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 20 degrés. Demain, nous serons le jeudi 16 avril, ce sera la Saint-Benoît-Joseph. Le soleil nous accompagnera de 6h36 à 20h26. Je vous laisse en compagnie de Margot pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Nous sommes le mercredi 15 avril 2020 et voici l'actualité du jour dans notre Flash Info. L'association L'Ange Alicia offre des repas aux hôpitaux et EHPAD. Une partie des fonds de l'association est utilisée pour acheter des matières premières aux restaurateurs qui participent à cette opération. Le personnel du CHS, de l'hôpital Robert Pax, du centre du Aubergue et des EHPAD ont bénéficié de ce geste solidaire. Les adoptions sont possibles à la SPA. Les refuges se sont rapidement retrouvés saturés suite au confinement. Dès le 16 avril, des adoptions solidaires seront possibles avec une candidature sur Internet, un entretien téléphonique et une remise de l'animal sans contact direct entre les humains. Covid-19, premier patient transféré à l'étranger de retour en Moselle. 68 patients mosellans atteints du coronavirus avaient été transférés à l'étranger et ailleurs en France. 6 d'entre eux sont malheureusement décédés, d'autres ont retrouvé la Moselle il y a peu. Plusieurs bureaux de poste vont rouvrir sur le secteur. C'est le cas du bureau de Sarralbe dès le 16 avril, jeudi et samedi matin, les deux de Beach dès le 20 avril, mercredi toute la journée, de Großbiederstroff mercredi, ou encore les agences postales de Meisenthal, Sourtes ou encore de Wölflin. Le bricomarché de Beach rouvre ses portes. Des mesures sanitaires sont mises en place avec la distribution de gants et de barrières anti-contagion aux caisses. Les frontières restent fermées. Les frontières de la Sarre vers la France et le Luxembourg étaient fermées pour une durée de 30 jours. La période a expiré, mais a été prolongée par les autorités allemandes. Dans la catégorie solidarité, depuis plus d'une semaine, des bénévoles se retrouvent au quotidien à Großbiederstroff pendant plusieurs heures afin de préparer des repas. Ils les livrent ensuite à l'hôpital Robert Pax pour le personnel soignant. Marie-Morgane Lorenz les a rencontrés, regardez. Il est 10h, les bénévoles sont présents depuis déjà plusieurs heures pour cuisiner. Une opération de solidarité mise en place par la municipalité de Großbiederstroff est possible grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs, dont le patron de l'ancien restaurant La Marmite. Ils se retrouvent chaque jour, week-end et jours fériés compris, dans la cuisine de l'espace Jeux et Loisirs. Près de 100 repas sont préparés au quotidien pour le personnel soignant. On a commencé par 60 et maintenant on est à 90 déjà. Et la demande elle est beaucoup plus importante que ce qu'on peut produire. Alors on demande des dents et surtout ce qui manque le plus, c'est un véhicule réfrigéré, quoi. Pour l'instant, ils disposent d'un petit camion, pas toujours pratique, d'autant que les repas sont de plus en plus nombreux. Et en plus de ces plats, l'équipe de Côté Canal offre des pâtisseries. Les bénévoles sont essentiels pour mener à bien cette action. Je suis concierge de la salle et comme il n'y a rien à faire à la salle puisqu'il n'y a plus rien qui est loué, donc je donne un coup de main au restaurant. Il est 10h15, le camion part en direction de l'hôpital Robert Pax. En respectant les mesures sanitaires, les bénévoles effectuent la livraison dans différents services. Et ils sont toujours très bien accueillis. Ça apporte un grand réconfort, effectivement, dans cette période un peu troublée
de voir la solidarité et puis le geste qui vraiment, c'est vraiment un geste qui vient du cœur. Donc ça nous touche, ça remplit nos estomacs et nos cœurs et puis ça nous motive pour continuer ce combat contre le Covid. Pour poursuivre cette belle action, la municipalité lance un appel aux dons. Vous pouvez adresser un don à la mairie de Grosse-Biederstroff, au 2 rue de la Montagne, à l'ordre du Trésor public. Les commerçants sont sollicités pour la fourniture de denrées diverses. Les moyens humains sont aussi les bienvenus, notamment pour épauler Christian Stablo au fourneau. Il y a une dizaine de jours, la ville de Sarreguemines a été endeuillée par le décès du directeur des archives, Didier Emer. C'était une personne appréciée de tous. Sans atteindre un tel degré de tragédie, d'autres agents ont été infectés par le virus. La collectivité a donc dû modifier ses habitudes de travail pour permettre aux différents services de continuer de fonctionner. Reportage. Nous avons plus de 20% de nos personnels qui sont directement concernés par le virus ou alors un de leurs proches, ce qui entraîne des phénomènes de quarantaine, de confinement, etc. Donc les difficultés des autres, nous les avons aussi. Et comme l'ensemble des organismes, la collectivité a mis en place des dispositifs pour continuer de fonctionner. Notamment grâce au télétravail, grâce à l'organisation pour les services techniques d'astreinte, grâce à également le bénévolat dans certaines conditions. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire aujourd'hui qu'aucun service n'est à l'arrêt, que tout le monde travaille, que tout le monde est organisé pour rendre le service nécessaire. Le nombre d'agents utilisés est juste moins important que d'habitude. Si l'activité est réduite, de nouveaux services sont néanmoins proposés à la population. Ainsi, il est possible, le matin, de récupérer à l'entrée de l'hôtel de ville des attestations de déplacement dérogatoires. Autre nouveauté très appréciée, la mise en place d'un service d'entraide au bénéfice des personnes fragiles. Il s'agit du groupe Facebook Entraide Coronavirus Sarreguemines, créé par le CCAS et le service communication de la ville. Il sert à mobiliser les habitants bénévoles. Les gestes solidaires se multiplient et vous venez de le voir dans ce reportage sur Facebook. Un groupe appelé Entraide Coronavirus Sarreguemines a été créé. Les personnes peuvent y proposer du gardiennage, de la livraison de nourriture ou simplement un support moral. Focus sur une de ces personnes qui a proposé d'aller faire les courses pour aider ceux qui ne le peuvent pas. Guillaume Dumonteil. Je fais de l'aide à la personne depuis presque plus de 3 semaines pour aider les personnes âgées qui sont en difficulté ou les personnes handicapées. Où je vais justement faire les courses ou bien je les aide dans ce qu'ils ont besoin. Je me suis proposée via le CAS de Sarreguemines sur Facebook. Il y a une page d'entraide pour ceux qui le désirent. Et cette page compte près de 1700 membres. Cet après-midi, Aurore a une mission, faire les courses d'une personne fragile. Hop là. Bon, après, hein ? Oui, à tout à l'heure. La dame m'a laissé sa liste de courses, donc sur les besoins qu'elle a. Et elle m'a donné un petit porte-monnaie avec l'argent de quoi payer justement les courses. 1h30 plus tard, nous retrouvons notre bienfaitrice fatiguée, mais satisfaite. Ça a été très très long, il y avait beaucoup de monde, mais bon, il faut rester motivé. On a trouvé tout ce qu'il fallait pour la madame. Et du coup, on peut remettre les courses à madame. Voilà, merci. Voilà. Bien. Et puis je vous rends ça aussi. Merci. La facture, il y a tout dedans. Merci. Et puis vous, il y a un petit cadeau pour Pâques aussi dedans. Ah, ok, merci beaucoup. Pour remercier toutes les personnes qui le font, qui, au péril de leur vie, presque, hein, c'est ce qu'on pourrait presque dire. Et on est vraiment content de les avoir. Et on les remercie 1000 fois pour tout ce qu'ils font. Après cette première mission, réussie avec brio par la jeune femme, son aîné souhaite faire appel à elle pour d'autres services. Déjà la pharmacie, et après les courses, et après on verra s'il y a d'autres... on verra. Au moins on sait qu'on a quelqu'un, quoi, à qui on peut faire appel. En agissant ainsi, Aurore concrétise un engagement qui lui tient à cœur. Je voulais rendre hommage et rendre heureux mon pépé qui est parti l'année dernière et qui est au ciel à l'heure actuelle. Car avant qu'il parte l'année dernière, je lui ai fait une promesse et je m'y maintiendrai jusqu'à ce que j'arrête de vivre. C'est que j'aiderai les personnes âgées, les personnes en difficulté et toutes les personnes qui auront besoin sur cette terre, car il faut des personnes pour ça. Actuellement au chômage, Aurore a du temps à consacrer aux autres et notamment aux plus vulnérables d'entre nous.
À Forbach, les chauffeurs de taxi rendent eux aussi hommage au travail du personnel hospitalier. Symboliquement, ils se sont rendus en cortège à l'hôpital Marie-Madeleine pour y déposer le fruit de leur collecte de matériel médical. L'occasion aussi pour eux de saluer la mémoire d'un de leurs collègues décédé après avoir contracté le Covid-19. Ils pensaient être une vingtaine, mais l'appel a fait écho chez les taxis qui sont finalement une quarantaine au point de rendez-vous, le parking de la piscine de Forbach. Des taxis de Moselle-Est qui sont mobilisés pour 2 causes. Oui, c'est important car c'est des gens à qui on a affaire toute l'année parce qu'on fait quasiment que du transport médical. Mais également on a organisé cette action pour notre collègue Laurent Citerlet qui est décédé donc du coronavirus, donc ce qui explique qu'il y a autant de collègues présents. La manifestation se veut symbolique, exprimant le soutien des chauffeurs de taxi et plus largement de la population aux soignants de l'hôpital Marie-Madeleine. Un rassemblement comme geste de solidarité. Parce qu'on sait que le personnel soignant et tout le personnel de Marie-Madeleine vit des moments très très compliqués. Ils sont au bout du rouleau, on peut le dire. Donc on est là pour leur apporter un peu de chaleur humaine et quelques aides pour les aider à mieux combattre. L'opération consiste en un cortège de véhicules qui prend la direction de l'hôpital. Une quarantaine de taxis escortés par la police. Sur place, symboliquement, les chauffeurs de taxi viennent déposer de petits cadeaux pour le personnel. À manger, à boire, de simples messages, autant de gestes qui montrent un soutien à ceux qui combattent le virus en première ligne. Venez, je vous aide. C'est lourd, hein? C'est lourd, ouais. Ah oui, c'est lourd. Merci beaucoup. On les remercie, puis on les soutient dans cette dure épreuve parce que bon, visiblement, c'est pas encore terminé. On sait déjà que beaucoup de Français à 20h applaudissent. Alors on s'est dit, bon, je suis certain que la plupart des soignants sont heureux qu'on soit quand même là pour eux. Mais on s'est dit, on va faire un petit peu plus loin. On leur amène des douceurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un don financier, ce n'est pas du tout l'idée, parce qu'on sait très bien que je pense que l'argent, c'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils sachent qu'on est avec eux, même hors les 20 heures quand on applaudit, c'est-à-dire quand ils auront leur pause, ils auront un petit peu le plaisir en mangeant des petites choses qu'on leur a achetées, de savoir que toute la région est avec eux. Pour réceptionner ces dons, la direction du chic Unisanté Forbach-Saint-Avold et Nadia, une infirmière, présidente d'un trèfle Une Action, qui se charge de répartir les dons entre les différents services et avec les EHPAD. D'après elle, ces cadeaux, même modestes, donneront du réconfort aux équipes soignantes. Moi, je pense que pour les équipes, c'est du réconfort et de la reconnaissance. Et je crois que là, ils en ont besoin parce qu'ils viennent avec la peur. Parce que c'est normal, quand on est en service confiné, on est habillé, on a chaud, on n'est pas à l'aise. On voit beaucoup la mort, on côtoie trop la mort. Et on n'a pas fait ce métier pour ça, on est là pour sauver des gens à la base. Et malheureusement, il y a beaucoup de souffrance. Alors le fait d'avoir des dons, d'avoir un sourire sur une photo, d'avoir des gens de l'extérieur qui pensent à tout le monde, ça réconforte les troupes et ça leur permet de revenir le lendemain, le surlendemain. Pour terminer cette action, les chauffeurs de taxi ont respecté une minute de silence en hommage à leur collègue Laurent Citerlet, décédé du coronavirus. Et avec le confinement et la fermeture des établissements touristiques d'accueil au public, le bilan s'annonce difficile pour les hôteliers restaurateurs à Gérardmer. Un constat d'autant plus alarmant que la réouverture ne serait envisageable qu'à la mi-juillet. Reportage de Via Vosges pour Mosaïque Cristal. Des rues désertes, des rideaux de fer baissés et un lac vide de toute embarcation. Depuis quelques semaines, Gérardmer semble s'être immobilisé. Difficile dans ce calme de reconnaître la ville la plus touristique des Vosges. Ici, à part quelques restaurants qui assurent encore des services à emporter, la majorité des établissements du secteur ont dû fermer leurs portes. Comme le bistrot de la Perle, que son gérant vient visiter de temps à autre par sécurité, même si c'est pour lui un crève-cœur. Ça fait mal, hein. L'habitude, il y a toujours plein de monde, il fait beau dehors, un week-end comme ça devrait être rempli. On devrait dire à cette heure-ci ranger, préparer le service du soir. Et à chaque fois que je viens, je vois les tables vides, je vois les tables pas dressées, je vois mes frigos fermés. L'inactivité de mon entreprise au bout de moins de 3 ans, je n'ai jamais connu ça. Je ne l'ai jamais connu. Si, quand je ferme, parce que j'y suis préparé, c'est différent. La nouvelle était en effet tombée comme un coup près au soir du 14 mars. À Gérardmer, ce sont plus de 90 hôtels, bars, restaurants qui ont été contraints de fermer du jour au lendemain. Pour le maire aussi, le constat est amer, surtout au regard de la météo clémente qui aurait fait du week-end de Pâques l'un des moments forts de la saison touristique.
touristique. Sur Gérardmer, ce sont 30, 40 000 personnes qui viendraient durant 2 ou 3 jours passer quelques heures à Gérardmer, quelques nuits également. Donc on voit aujourd'hui réellement l'impact qu'un seul week-end, que 2 ou 3 jours comme cela peut avoir sur notre ville. D'autant plus que les week-ends à rallonge comme celui-là seront nombreux au printemps, ce qui devait booster l'économie touristique de la ville et rattraper un peu la saison hivernale difficile. C'est d'ailleurs sur cela qu'avait tablé le gérant de l'Aubergade, en pleine rénovation depuis début mars. L'hôtel-restaurant Géromois devait rouvrir au plus vite pour rentabiliser les frais du chantier, mais l'épidémie du Covid-19 en a décidé autrement. Le mois de mai, et particulièrement cette année, il se prêtait énormément à des week-ends prolongés. La météo, elle est là. On avait un festival Motors Day à la fin du mois. Donc le mois de mai s'annonçait excellent. On s'attendait donc à de la rentrée de trésorerie à la suite des travaux. Et on ne l'aura pas, quoi. Tout est anéanti par le fait. Des craintes confirmées par l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi soir, qui a annoncé que les établissements touristiques accueillant du public ne réouvriront probablement pas avant la mi-juillet. Si des aides sont d'ores et déjà prévues par l'État pour les soutenir, le président du groupement hôtelier de la Vallée craint que ça ne suffise pas. C'est difficile à quantifier, mais par établissement, le 1 mois et demi de confinement qui est déjà, ça prend près 80 000 € de rentrée en moins. Pour l'instant, le premier mois, tout le monde le passe, inquiet, mais tout le monde le passe financièrement, ça va passer. Où c'est que c'est plus compliqué, c'est l'après, comment on va continuer à payer tout et comment lorsqu'on va ressortir, on a besoin de trésorerie pour réenclencher cette économie touristique. On attend aussi une aide des assurances qui viennent nous accompagner aussi par rapport à ça. Si le déconfinement général devrait s'amorcer dès le 11 mai prochain, les acteurs du tourisme, eux, devront donc patienter jusqu'à l'été pour y voir plus clair. Après les pâtes et le papier toilette, les œufs sont victimes d'un véritable succès. Les demandes ont en effet explosé. Exemple à la ferme aquaponique de Chaumouzé et explication avec le directeur d'un des plus gros producteurs français qui a notamment sous contrat l'exploitation bio du Bexy. Regardez. Noémie, là, combien par jour en moyenne ? À peu près 180 œufs par jour. Là, on va en avoir un petit peu moins parce qu'elles pondent un peu toute la journée. Surtout jusqu'à 14h, après ça se calme. En quelques minutes, Noémie va ainsi ramasser plus de 130 œufs de son petit élevage de poules de plein air à Chaumouzé. Un complément de salaire avec une denrée très recherchée depuis le confinement. La demande a en effet enflé, mais la jolie rousse ne pond obstinément au mieux qu'un œuf par jour. Le cheptel de 200 gallinacés a donc du mal à répondre à la demande locale. On est content d'arriver au bout parce que c'est lourd. Il y a une demande énorme en ce moment ? Oui, on est en fait la ponte du jour est vendue dans la journée. Et quand j'en ai plus, je prends des réservations pour les jours d'après. Mais oui, il y a beaucoup de demandes. Les poules pondent toujours autant, mais par contre la demande a bien augmenté. Qu'est-ce que vous disent les gens ? Pourquoi ils en veulent plus aujourd'hui ? Parce qu'ils ils cuisinent beaucoup par eux-mêmes, donc ils font beaucoup de pâtisseries par eux-mêmes et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes et puis aussi ils évitent d'aller dans les supermarchés, donc ils se rapprochent des petits producteurs locaux. Une activité annexe pour Noémie, connue pour avoir développé la première ferme aquaponique de la région. Ce système qui permet l'élevage de poissons et la production de légumes, les uns nourrissant les autres. Petite production d'œufs, donc ici, écoulée en vente directe. Rien à voir à quelques kilomètres de là avec cet élevage dont nous avions suivi l'installation à Ubexy. 24 000 poules pondeuses bio. Une exploitation sous contrat avec le groupe CDPO basé dans la Marne qui connaît et maîtrise le circuit de l'œuf en France. Les chiffres l'attestent, 4 millions de poules, 1,50 milliard d'œufs produits à destination unique de la grande distribution. Nous avons joint le patron qui nous explique cette chasse à l'œuf sous l'ère Covid, jusqu'à 350% de hausse de la demande dans certaines grandes surfaces. Je dois avouer que la demande telle qu'elle est aujourd'hui, on ne l'a jamais connue. Le consommateur, si vous voulez, va chercher lui à se réapprovisionner d'une façon il a un peu peur de la pénurie, donc il va faire du stock. De l'autre côté, nous avons le chef de rayon qui, pour être sûr d'avoir ce qu'il veut, va demander plus que ce qu'il a réellement besoin. Une poule, c'est en gros 300 œufs par an. C'est à peu près 9 œufs tous les 10 jours. Que l'on ait besoin ou pas besoin d'œufs, la poule, elle prendra la même quantité. Les œufs, pour les présenter, il faut des boîtes. Ces boîtes, elles viennent de France ou d'ailleurs. Et les usines, aujourd'hui, fabriquant les boîtes, de toute façon,
pareil que quelques pourcentages de croissance supplémentaires. Donc de toute façon, aujourd'hui, nous, on doit livrer à peu près à 105%, on va dire, de notre volume habituel. On ne sait pas faire mieux. Une tension sur le marché qui pourrait donc durer, sachant que la France est l'un des plus grands pays consommateurs au monde, avec 220 œufs par an et par habitant. C'est la protéine la moins chère du marché, nous expliquent les professionnels. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi soir à la télévision. Parmi ses annonces, le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai prochain. Qu'en pensent les passants dans la rue? Morane Grandcola et Yannick Sur sont allés leur poser la question. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution du président Macron lundi soir? C'était pas très concret, on ne sait pas toujours où on en est. On va voir les jours à venir ce qu'il va nous annoncer parce que il y a encore beaucoup d'interrogations, quoi. Et justement, ces interrogations, qu'est-ce que vous posez comme question? Moi, par exemple, j'ai un commerce, je ne sais pas vraiment si on peut ouvrir, quand c'est qu'on va ouvrir. Enfin, c'est encore un peu dans le flou, mais bon, après, je pense que même eux ne savent même pas, quoi. Je le trouvais pas tellement bien. Pourquoi ça? Pourquoi pas? Parce que la rentrée des classes, là, c'est à cause de la rentrée des classes. Vous n'êtes pas d'accord sur la reprise de l'école? Pas du tout. Là, il a fait n'importe quoi. D'abord, on n'est pas trop d'accord dans certaines choses, mais après, à la limite, on ne peut pas se mettre à sa place non plus. C'est pas évident de gérer un peuple. Moi, je trouvais ça bien. Je dis, ça répond un peu à toutes les questions qu'on se pose. Et c'est sûr que tout le monde a été pris par surprise avec cette épidémie. Et voilà. Maintenant qu'il n'y ait pas de masque ou qu'il n'y ait pas de test, tout ça, ça va venir en temps et en heure. C'est pour ça qu'on ne peut pas fabriquer des millions de masques du jour au lendemain. C'est clair. C'est pareil pour les tests. Et on n'est pas le seul pays. Tout le monde est concerné par ça. C'est pour ça il faut garder son mal en patience, comme on dit. Il y a eu une allocution du président Macron lundi soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ils ont encore prolongé jusqu'au 11, c'est un peu long. Il faut des masques, surtout des masques. Et est-ce que vous avez encore des questions par rapport à cette crise? On vit avec, Combien de temps ça va durer? Non, mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi on n'a pas de masque. Alors, je n'ai pas. Elle en a un qu'elle a depuis je ne sais pas combien d'années, mais moi, je n'ai pas du tout. Et donc, vous vous demandez si il y aura des distributions? Quand est-ce qu'on va en avoir? Parce qu'à la mairie, on nous a dit quand ils en auront, on en aura aussi. Mais quand? Donc, qu'est-ce que vous avez pensé en quelques mots de l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi? Alors lundi, on attendait avec impatience surtout de savoir à quel moment on allait sortir de ce confinement. On parle du 11 mai, je crois que c'est plutôt pour rassurer la population, j'y crois pas du tout. Voir les gens qui sont très très gentils, polis, ça nous manquait, donc je suis bien contente que ça arrive, quelque part même dans le malheur. Je trouve qu'il n'a pas été très rassurant, pas sûr de lui. Et est-ce qu'il vous reste des questions, des interrogations que vous vous posez par rapport à tout ça? Le déconfinement, bien sûr, on se pose la question, comment et est-ce qu'on peut envoyer nos enfants déjà à l'école? Est-ce que les nounous pourront garder des enfants? Puisque moi-même je garde des enfants, donc est-ce que les nounous pourront garder les enfants? Est-ce que les mamans vont pouvoir retourner au travail? Et puis, comment on va se relever de tout ça? À Sarreguemines, les rues sont désertes. Les boutiques ont tiré leurs rideaux depuis un mois, mais les commerçants restent mobilisés. À partir d'aujourd'hui, nous leur donnons un lieu d'expression. Et c'est Jamila Loumi, présidente de l'Union des commerçants, qui débute la série. Regardez. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère sincèrement que vous et vos proches allez bien. Cette pandémie de coronavirus est surréaliste. J'ai encore du mal à réaliser qu'un aussi petit virus ait pu mettre à mal la planète et pu mettre le monde sur pause. Nous sommes en période de confinement essentiel et nécessaire. Et ce confinement nous recentre sur des besoins primaires. Alors, j'ai envie d'adresser un immense merci à ceux qui œuvrent chaque jour pour que nous puissions assurer notre quotidien. J'ai aussi évidemment envie de dire un immense merci aux soignants parce qu'ils mettent leur vie en danger chaque jour pour sauver la nôtre. L'avenir est important
Et lorsque cela sera terminé, j'ai réellement envie que nous soyons reconnaissants pour chaque sortie au théâtre, au restaurant, pour chaque virée de shopping entre copines. J'aimerais que demain, ces besoins qu'on va dire superficiels redeviennent à nouveau nos besoins nécessaires. Je compte sur vous pour que aujourd'hui vous restiez chez vous, mais je compte surtout sur vous pour que demain vous veniez chez nous. Et voilà qui termine notre journal, mais ce n'est pas fini. Après cette courte page de pub, retrouvez notre magazine du jour qui vous emmènera au club de karaté-do de Sarralbe. A tout de suite. Entrepreneur, on ne vous lâchera pas. Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État. Il peut représenter l'équivalent du quart de votre chiffre d'affaires 2019. Renseignements auprès de votre banque habituelle et sur bpifrance.fr. Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Les activités sportives sont actuellement à l'arrêt, mais juste avant le confinement, nous nous étions rendus au karaté-do de Sarralbe. Aujourd'hui, en attendant sa réouverture, nous avons décidé de vous faire découvrir le club à travers sa coach Marjorie Locke. Je vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant à tous une très belle soirée et à très vite. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au Pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Le karaté-do, c'est un art martial et un sport de combat. On apprend tout d'abord la base technique. Ensuite, on essaye toujours d'apprendre d'autres valeurs comme le respect de soi, des autres, du lieu, des enseignants qui nous encadrent et des partenaires grâce à qui on est là. Le karaté, c'est un sport où on peut y trouver plein de choses. On a la partie traditionnelle avec les kions, les katas. On peut aussi être plus sur la compétition. Donc notamment aujourd'hui c'est un cours compétition kumité, c'est-à-dire combat, travail par 2. Là c'est du karaté, mais au club on pratique aussi le karaté contact et full contact. Vous piétinez trop, du coup vous perdez de la rapidité et vous donnez la chance à l'adversaire de vous contrer. C'est pas bon. Séance d'entraînement, comme dans tous les sports, échauffement. On passe très vite au cardio, toujours pour bien pomper le cœur. Ensuite, on passe sur de la technique. Souvent, on fait énormément de travail par 2. Et là, on travaille la technique pour après mettre tout ça en œuvre pour que ce soit dans le combat. Et plus on fait de gamme, plus on a l'habitude de répéter les mouvements, plus ça sortira naturellement dans les compétitions. Maman ? De là, Kyakutsuki, Mawashi, on décale la jambe. On ne pose pas avant, on décale directement et là on va chercher Mawashi au corps. Ok, on est en août 99 ou un peu avant, on décide de fonder notre propre club parce qu'avant on était sur un autre site avec ma maman Gigi et mon papa Jean-Luc Carviner. On a des amis, donc Véronique Nicolas et Didier Nicolas, qui se sont proposés de nous aider à monter un comité. On a monté les statuts et on a créé le club
de Sarralbe. On a été très bien accueillis par la mairie et ils nous ont immédiatement ouvert les portes pour ce beau dojo et on est content d'y être. Cette fois, on dégage le bras avant. Hourra! Et en même temps qu'on pose et on frappe. Ok, on refait. Kyaku, hourra. J'emmène mon adversaire au sol, kiaï sur le kyaku. Pour acquérir certaines techniques au karaté pour gagner un combat, le plus important c'est la technique. Autant le cardio, tout ça c'est évident, il faut l'acquérir. Mais le plus important c'est quand même la technique. C'est un sport rapide, qui va vite. On ne peut pas négliger le moindre détail, le moindre parasite, il est directement en faveur de l'adversaire. Et ce qu'on recherche ici, c'est de faire le moins de déplacements possible avec la rapidité la plus certaine. Et on essaye évidemment de faire des gammes comme ça et on n'arrête pas du tout le combat. On essaye de tout enchaîner. Julien, il est vainqueur de la Coupe de France Pupi. Cette année, il est Benjamin. Il est également champion de France en karaté contact et champion de France en semi-contact à plusieurs reprises. Ensuite, on a Pierre Styler qui est depuis Pupi sur les podiums nationaux. Donc, il a enchaîné des titres et des finales. Donc, très régulier dans son karaté. Et Léa en face de lui, pareil, des podiums au niveau national, que ce soit dans sa catégorie comme dans les catégories surclassées. On a Elsa avec les gants bleus et sa sœur en face. Donc Elsa a fait pareil, vainqueur de la Coupe de France Pupi et vainqueur de la Coupe de France Benjamin. Donc très régulière également dans ses résultats au niveau des compétitions. Et actuellement, lors du dernier entraînement détection jeune qui a été fait avec les entraîneurs nationaux, Elsa a beaucoup été appréciée par l'entraîneur qui va sans doute dans quelques jours l'appeler pour rejoindre le camp des jeunes pour les sélections françaises. Éléonore en rouge. Éléonore est junior actuellement. Elle fait 3e au championnat de France et à la Coupe de France. Et elle avait déjà plusieurs podiums au niveau cadette par les années passées. Cécile avec les gants rouges. Donc Cécile a été championne de France minime et elle est cadette actuellement. Et Chloé en bleu, elle a fait vice-championne de France chez les cadettes. Et là, elle passe junior et les deux sont déjà sélectionnés pour les entraînements détection France avec les entraîneurs nationaux. Et les entraînements se passent à Paris et à Montpellier. Donc ce soir, nous avons un absent, c'est Mike Maslow. Mike est senior en moins de 84 kilos. Et c'est un jeune homme qui a fait énormément de podiums au niveau national. Il a été en équipe de France jeune. Et il a notamment été plusieurs fois vainqueur de la Coupe d'Europe Wado. Et il a fait également un podium à la Coupe du Monde Wado. C'est quelqu'un qui est chez nous depuis très très longtemps, dès l'ouverture du club, donc depuis tout petit. Malheureusement ce soir il n'est pas là parce qu'il est en formation. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté également dans ce club et également pour montrer un petit peu la voie des autres compétiteurs. Donc la force de ce club, c'est que c'est avant tout un club familial. Ma maman Gigi, elle est 6e dan. Mon papa est 7e dan. Donc Gigi et Jean-Luc, c'est eux qui assurent tous les entraînements. Ils sont tout le temps là, dans les compétitions, dans les entraînements. La relève est là donc avec moi, leur fille, donc 5e dan, et avec mes enfants, donc Julien et Gaëtan, 11 et 5 ans, qui pratiquent pour mon plus grand plaisir également le karaté. Les objectifs du club au niveau compétition, c'est évidemment d'amener toujours les élèves et les athlètes le plus haut qu'ils souhaitent aller. Donc c'est vrai qu'on a une très belle sélection de jeunes. La relève est là de toute façon, donc là on est tip top. Certains visent également la sélection dans les championnats d'Europe. Et donc des sélections en équipe de France. Certains vont déjà dans des détections.
Donc on est là et on est prêt à montrer ce que le karaté-do Saralbe sait faire. Et je pense qu'on l'a déjà démontré maintes fois. Ensuite, ça c'est au niveau compétition, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi les tout petits. On a une ouverture dès 3 ans, donc les baby karaté 3-5 ans, qui marchent très fort. On a une vingtaine de jeunes, donc il faut penser à la relève. Et on est ouvert également aux loisirs, donc les lundis et jeudis sont uniquement dédiés aux adultes, enfin déjà à partir de 16 ans, où on fait du karaté loisir pour s'amuser, pour se retrouver tous ensemble, mais aussi pour travailler dur, pour chercher les techniques de défense. Beaucoup de femmes viennent aussi parce qu'évidemment on est en plein cœur de l'actualité. Donc on est là, on a un public large, donc des tout petits jusqu'aux plus anciens qui va jusqu'à 76 ans.